d'ordre un peu partout dans le monde. Le tableau n'est pas très réjouissant. Les États sont endettés, la croissance est en panne, les marchés fébriles. Alors que faire pour éviter le pire et surtout pour éviter que l'on ne répète à l'avenir les mêmes erreurs? Inscrire la règle d'or dans la Constitution qui prévoit d'interdire les déficits excessifs des pays de la zone euro comme l'Espagne s'y disent aujourd'hui prêts. L'Espagne, fragilisée par sa dette colossale, est prête à tout pour rassurer les marchés. Le Premier ministre José Luis Zapatero irait même jusqu'à réviser la Constitution pour y inscrire l'interdiction des déficits publics excessifs, la fameuse règle d'or budgétaire qui a le vent en poupe en Europe. Je sais que c'est une étape cruciale, un changement de fond. Et ce n'est pas un simple amendement. C'est une modification qui bénéficie du soutien des citoyens et de leurs élus. C'est pourquoi nous devrions pouvoir l'inclure dans notre Constitution, comme ont l'intention de le faire d'autres pays européens. En tête, l'Allemagne et la France, rejointes depuis peu par l'Italie. Berlin et Paris plaident pour qu'une version européenne de cette Golden Rule américaine soit gravée dans le marbre des pays de la zone euro. L'objectif de la règle d'or est tout autant politique que budgétaire, équilibrer les dépenses et les recettes sur le long terme, et donc permettre un déficit pendant les récessions économiques, mais obliger à renflouer les caisses de l'État pendant les phases d'expansion. En Espagne, même l'opposition y est favorable. Je pense qu'il faut passer par là. Et je pense aussi que si cela avait été fait plus tôt, la situation ne serait pas aussi catastrophique aujourd'hui. Garantir la stabilité budgétaire, c'est l'une des mesures plus indolores que les autres qu'a trouvé le Premier ministre espagnol à 3 mois des élections. Après le plan d'austérité de 5 milliards d'euros détaillé ce mardi, un nouveau paquet anti-crise devrait être annoncé vendredi prochain. Frédéric Bonnevet, est-ce que la règle d'or, inscrire la règle d'or dans la Constitution, est-ce que c'est la solution pour éviter de répéter les mêmes erreurs et obliger les politiques à rester dans les clous, hein? Écoutez, c'est une excellente solution. C'est néanmoins une solution qui appelle, je crois, 2 compléments. Le premier, qui est de bien prendre conscience du fait que la dette publique est l'ombre de la dette privée, et le jeu se joue sur les 2 tableaux tout à la fois. Il ne faut pas négliger l'un en se contraignant à l'excès sur l'autre. Et puis deuxièmement, ce qui est peut-être plus important, il est très bien d'avoir un engagement de résultat. Néanmoins, il est plus convaincant encore de donner aux créanciers des engagements de moyens échelonnés sur plusieurs années. Alors, Frédéric Bonnevet, vous dites que c'est nécessaire, mais bon, si on regarde le traité de Maastricht, on dit qu'il faut plafonner les déficits à 3%. Il y a une règle, et apparemment tout le monde la piétine, cette règle. Mais tout le monde la piétine. Donc finalement, on peut encore ajouter encore une règle, finalement, dans la Constitution française, espagnole, etc., et puis la piétiner également, hein. Bien évidemment, et ce serait extraordinairement dangereux et très dommageable à la crédibilité de nos gouvernants. Mathieu Plane. C'est extrêmement intéressant, ce débat-là. Je crois vraiment que c'est une fausse bonne idée, en fait, la règle d'or. D'ailleurs, quand on parle du cas de l'Espagne, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir quand même qu'avant la crise, l'Espagne était le pays qui avait le plus d'excédents budgétaires. Ça veut dire quand même qu'on ne peut pas dire que l'Espagne a mal géré ses finances publiques avant crise. Donc l'explosion. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc c'est la crise, il y a une crise, une récession terrible, mais avec un surendettement privé, qui s'est traduit aussi par, du coup, une récession terrible. Mais ce n'est pas le surendettement public qui a conduit à la récession espagnole. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle règle d'or en Espagne, par exemple, la situation serait exactement la même. Il existe une règle d'or qui est très connue, qui est celle du Royaume-Uni. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a un déficit qui est nettement supérieur au nôtre. Donc vous pouvez mettre toutes les règles d'or. Je veux dire, vous n'allez pas passer à côté du vrai problème macroéconomique, qui est un problème de coordination économique, qui est un problème de surendettement privé, qui est un problème de fiscalité, de redistribution. Il y a un tas de problèmes. Mais la règle d'or, c'est se cacher, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, on ne résoudra aucun des problèmes réels et macroéconomiques en passant par une règle d'or. Je suis 1000 fois d'accord, c'est un message, un signal qui est envoyé aux créanciers, mais en soi, ce n'est pas une solution. Et bah donc, c'est pas une solution, il ne faut pas la prendre. Enfin, mais si, c'est la moitié d'une solution. Non, c'est pas une solution parce que techniquement, en plus, elle n'est pas vraiment applicable parce qu'on n'arrive pas à mesurer un cycle. Et les mesures. Non, mais on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est structurel et conjoncturel. C'est déjà un point qui est important. D'où le problème aujourd'hui du Royaume-Uni, qui se retrouve avec un déficit, je veux dire, de 10% du PIB. Et on voit bien que vous pouvez mettre n'importe quelle règle. On ne va pas rétablir le déficit public du Royaume-Uni en une année. Je crois que le seul point qui vraiment nous partage est la nature de cette règle d'or. C'est un message, c'est un signal, et c'est surtout un engagement bipartisan qu'il nous faut traiter le problème des finances publiques. Ensuite, le chemin critique à suivre, la trajectoire, c'est même le terme qu'a employé François Fillon,
est le cœur du sujet. Nous sommes bien d'accord. Donc Non, ne nous concentrons pas sur une règle d'or. On a l'impression que durant cette crise, on ne parle que d'envoyer des signaux. Alors, il faut envoyer des signaux aux politiques, il faut envoyer des signaux au marché, mais ça ne règle pas le fond de la crise. Bien évidemment, c'est un peu le souci. Oui, l'action est étalée. Stéphane Collignon voulait réagir. Oui, parce que, bon, premièrement, il y a deux règles d'or. Il y a une qui est que l'État peut s'endetter pour financer l'investissement, et pas plus. Et une autre qui est celle de l'Allemagne aujourd'hui, qui est qu'il ne devait pas s'endetter du tout. Or, aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que l'Allemagne, qui est en force, puisqu'elle a gagné de compétitivité, impose sa politique et ses valeurs à tout le reste de l'Europe, au grand détriment de la croissance européenne. Donc on se trouve un peu dans la situation où on a été au cours des années 90, quand la politique monétaire de l'Allemagne a effectivement bloqué la croissance en Europe. On a réglé ça ensuite par la création de l'euro. Aujourd'hui, on aurait besoin d'une cohérente politique budgétaire pour la zone euro dans son ensemble. Et c'est là le problème où il faudra avoir plus de flexibilité d'un côté pour régler l'endettement de la zone euro dans son ensemble, mais en contrepartie, il faudra aussi trouver des mécanismes pour contrôler mieux les États membres et leur endettement et en même temps le financer par une dette émise en euros collectivement. Alors le Parti socialiste français est contre cette règle d'or. Je vous propose d'écouter Benoît Hamon, qui est donc le porte-parole du Parti socialiste, et vous réagirez, Lee Mang-nok, après. Bon, alors apparemment on a perdu Benoît Hamon, en tout cas il est contre. Benoît Hamon, le Parti socialiste est contre. Est-ce que vous êtes contre parce que vous ne pouvez pas vous engager à limiter les déficits, ou est-ce que ça limite vos promesses de campagne? On va écouter Benoît Hamon et puis vous répondrez à la question. Sur la règle d'or, ce sera non au Congrès de la part des socialistes, tous les socialistes. On peut être favorable au principe d'un rééquilibrage des comptes publics, à la lutte contre l'endettement, mais tous les socialistes le disent, ce sera non, non et non. Non, non et non. Pourtant, il y a de nombreux pays de la zone euro aujourd'hui qui sont prêts à inscrire cette règle d'or dans la Constitution. Vous ne vous sentez pas un peu isolé, hein? Non, la position que nous prenons par exemple dans le groupe au Parlement européen, c'est d'être contre. Pour deux raisons. La première, c'est l'opération de communication sur laquelle je ne vais pas revenir. On ne peut pas raisonnablement exploser les déficits comme l'a fait ce gouvernement et après revendiquer la rigueur à travers une opération symbolique comme celle-ci. D'autant que déjà, comme trajectoire, non mais laissez-moi parler, je vous ai parlé tout à l'heure. D'autant que, comme vous l'avez souligné, personne n'arrive aujourd'hui à respecter le pacte de stabilité. Tous les économistes savent que on ne sera pas à 3% en 2012 parce que nous sommes en train de replonger vers une récession qui fait qu'il n'y aura pas assez de recettes fiscales. Pour être à 3% en 2013, il faudrait 2,5% de croissance en 2013 et 2,25% en 2012. On sait qu'on n'y sera pas, puisque là, le gouvernement vient de revoir ses objectifs de croissance à 1,7 en étant optimiste l'année prochaine, et on risque d'être bien en dessous en 2013. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est de permettre aux politiques économiques de réagir au cycle économique, comme on dit. C'est-à-dire, en cas de récession, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on surréagit comme le demandent les agences de notation qui sont loin d'être neutres? Attention de considérer que ces agences sont neutres. Les agences de notation ne sont pas neutres. Elles sont tenues par des lobbies qui défendent les politiques néoconservatrices, dont le Tea Party aux États-Unis aujourd'hui est le porte-parole. Et ces politiques sont très précisément... Le Tea Party qui d'ailleurs est pour inscrire également une règle d'or dans la Constitution. Et le vrai débat, il est politique. Et très précisément, ces lobbies nous invitent aujourd'hui à persévérer dans des politiques qui nous ont conduit droit dans le mur, à approfondir des politiques qui vont réduire le périmètre de l'État-providence, qui vont poursuivre la réduction des impôts et des cotisations sociales. Les réformes structurelles dont vous parlez, c'est le modèle allemand dont parle Collignon, et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, parce que si tout le monde aujourd'hui applique la politique que vous préconisez en Europe, et ça a commencé à être fait, si tout le monde baisse ses salaires en même temps, par exemple, vous aurez un jeu à somme nulle. Personne ne gagnera en compétitivité. Vous aurez cassé la demande intérieure. Vous aurez surréagi à un cycle qui tend vers la récession. Et vous aurez tué la demande intérieure européenne. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 ans. C'est récession, déficit et crise systémique. Vous me ferez la camaraderie de reconnaître que c'est exactement sur quoi je revenais tout à l'heure.
puisque justement, effectivement, le principe même de la zone euro est d'avoir un soutien alterné. L'Allemagne tire la France tire l'Allemagne, qui elle-même tire l'Italie, et ainsi de suite pour lisser les cycles. Donc je suis bien d'accord. Néanmoins, pour donner quand même des gages tangibles à nos créanciers, qui aujourd'hui mettent la date française sur la sellette, il faut bien s'engager. Attendez, moi, il faut donc envoyer un message ferme, j'ai écouté, souplesse certes, mais rigueur et discipline. J'ai écouté l'économiste c'est tout l'enjeu de cette règle d'or. En chef de Standard & Poor's, Monsieur Six, pour ne pas le nommer. Moi, j'ai été quand même choqué de voir que Monsieur Six donne un satisfecit à la politique de ce gouvernement qui a explosé la dette depuis 5 ans. Donc, qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui... Les déficits, quand même, il faut quand même dire, les déficits, ça fait 30 ans que les déficits, la gauche aussi... Non. En 2002, nous avons laissé la dette publique en dessous de 60% du PIB. Elle a explosé depuis 10 ans, depuis très précisément, que des politiques qui sont loin d'être des politiques de gauche ont été appliquées. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que c'est à cause de l'État-providence, c'est à cause des protections du marché du travail, c'est à cause des retraites, c'est à cause de tout ça que la dette a explosé. Non, la dette a explosé parce que vos amis ont massivement baissé les impôts. Je dis vos amis parce que vous soutenez leur politique à travers le lobbying que vous faites et les propos que vous tenez. J'engage à l'objectivité. Ce sont eux qui sont les véritables responsable du creusement de la dette publique. Mais bon, là, vous prenez l'exemple de la France, vous pointez du doigt... Dans tous les pays européens, mais c'est tous les pays européens. Et sous des gouvernements socialistes également. Il vous a pas échappé. Il me semble que la stabilité financière d'un pays du ressort de la sûreté nationale. Il ne s'agit pas de faire des clivages partisans qui sont totalement nuls et non avenus et qui ne font que nous mettre en péril. Et si précisément les investisseurs craignent le pire, c'est parce qu'on n'a aucune visibilité quant à l'alignement très souhaitable des deux partis de gouvernement qui risquent de présider au destinées de la France dans les années à venir. Une récession et vous nous proposez d'approfondir des politiques qui vont nous faire plonger dans la récession. Je vous propose un programme coordonné au niveau de la zone euro, tout à fait conforme à celui que Stéphane Collignon a proposé à l'instant, qui me semble d'une pertinence irréprochable, mais cela passe impérativement par des engagements de résultats et puis des objectifs pluriannuels mesurables. Une règle d'or et des compléments. Si j'ai bien compris, M. Collignon, il dit qu'on pourrait mettre une règle d'or, c'est un fédéralisme budgétaire. Mais c'est absolument ce vers quoi il faut tendre. Ah, d'accord, ça veut dire qu'on crée de la solidarité et qu'on crée des eurobonds. Mais c'est... Et un budget communautaire. Et donc un budget communautaire. D'accord. Bien évidemment, les eurobonds, de toute façon, non seulement sont absolument impératifs et nécessaires, mais sont déjà en place. Le fonds de stabilisation financière en Europe, exactement, émet des obligations avec des garanties, non pas des membres de l'eurozone, mais des membres de l'Union européenne. Néanmoins, ces titres-là correspondent terme à terme au profil des eurobonds. Vous êtes d'accord? Il faut aller vers davantage d'intégration au niveau fiscal et financier. Attendez. Stéphane Collignon. Oui, alors, juste une chose. Les eurobonds sont en place... C'est très relatif. Il y a quelques eurobonds qui ont été émis par ce fonds de stabilisation, mais ce n'est pas du tout à la hauteur d'une véritable politique budgétaire pour la zone euro et pour la sauvegarde de notre monnaie, première chose. Deuxième chose, vous discutez la politique budgétaire dans le cadre franco-français. Je veux bien, mais en tant qu'Européen, je suis concerné par ce qui se passe en France. Mais qu'est-ce que je peux faire? Quel contrôle est-ce qu'on a démocratiquement aussi par rapport à ces politiques-là? Alors, les Allemands s'opposent aux eurobonds, peut-être ils ont des raisons, pour une simple raison qu'ils disent, si on fait ça dans le Sud, ils vont dépenser encore plus d'argent et nous, il faut le financer. Donc, on ne pourrait pas faire vraiment une émission d'eurobonds, plus de cohérence et solidarité dans le cadre européen, si on n'avait pas un moyen pour mettre aussi une certaine discipline pour l'ensemble de la zone. C'est pour cela qu'il faudra vraiment penser à ce que vous avez appelé la fédéralisation de la politique budgétaire. Ce n'est pas un mot qui me plaît énormément, mais une cohérence. Et je pense, par exemple, on pourrait imaginer en France, la politique budgétaire se fait en deux étapes. D'abord, il y a une loi cadre pour la grande évolution macroéconomique. Ensuite, il y a les arbitrages des uns et des autres. On pourrait imaginer en Europe une loi cadre qui classe le déficit de l'ensemble de la zone euro, et ensuite il y a des arbitrages entre pays et entre différents niveaux d'émetteurs publics. Mais
il faut aller plus loin. On ne peut pas s'arrêter uniquement dans le débat tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que c'est la discipline? Est-ce qu'on a dépensé trop? Est-ce qu'on est laxiste? Ceci n'est plus adapté à la situation d'un continent avec une seule monnaie. Mathieu Plane, la solution de taxer les transactions financières, on en parle depuis 1970, depuis Tobin. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut être une solution Toutes les solutions doivent être envisagées. Je pense que ce qui est important, c'est d'arriver vers un budget européen qui soit conséquent. Je pense d'ailleurs au problème de la concurrence fiscale en Europe, qui est quand même une catastrophe. Notamment, on voit d'ailleurs dans le cas de l'Allemagne, il y a eu quand même ce qu'on appelle une dévaluation fiscale. Ce n'est pas une dévaluation des monnaies parce qu'on ne peut pas, mais on voit que l'Allemagne a quand même tirer des avantages comparatifs via cette fiscalité relativement avantageuse. Du coup, effectivement, financer, pourquoi pas, un budget européen par une taxe sur les transactions financières, c'est intéressant. Déjà, de le mettre au niveau européen, c'est intéressant. Le mieux, ça serait de le mettre au niveau de la planète. Parce qu'on on imagine mal que ce soit au plan européen pour des questions de compétitivité et que ça ne se fasse pas. Le but pour détourner les flux financiers, très bien. Je vous laisse parler, cher ami. C'est extraordinaire. Chaque fois que je... Bon, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de ce très rapidement, débat. Le but d'une taxe sur les transactions financières, c'est de taxer les flux. Et donc, c'est de décourager les flux spéculatifs d'accéder au marché européen si ces flux sont nocifs. Donc, que nous le fassions sans que les Américains le font et que ça empêche les capitaux spéculatifs américains d'arriver en Europe, tant mieux. Mais c'était le but, précisément. Alors, on arrive au terme de ce débat. Mathieu Plane, j'aurais une dernière question, parce qu'on ne parle pas beaucoup des peuples, on parle beaucoup de techniques et des diverses solutions, etc., pour surmonter la crise. Est-ce qu'on peut craindre des révoltes sociales, comme on a commencé à en voir en Grèce, au Royaume-Uni? Est-ce qu'on peut en imaginer également en France? Parce que c'est la population française aussi qui va souffrir de ces plans de rigueur. Aujourd'hui, on dit taxer les riches. C'est les riches qui sont dans la ligne de mire. Mais bon, le tabac, l'alcool va être taxé, les sodas, les boissons sucrées. C'est aussi la population française qui va subir. On va dire que le véritable problème, effectivement, c'est que sans croissance, on ne crée pas d'emplois, et sans création d'emplois, le chômage monte. Et aujourd'hui, typiquement, on voit que la coordination de ces plans de rigueur et l'ampleur de l'austérité dans certains pays va conduire, bien sûr, encore à des destructions d'emplois et une augmentation du chômage. Donc, socialement, on peut parler de la soutenabilité de la dette publique, on peut parler aussi du problème de soutenabilité socialement, de la crise sociale qui peut aller devant nous. Donc, une fois de plus, à chaque fois, les épisodes de réduction de déficit public ou de dette publique se sont faits avec la croissance. Donc, penser qu'on peut réduire les déficits publics sans croissance, à mon avis, conduira directement dans le mur. Bon, vous n'avez pas été très, très optimiste ce soir, puisque vous nous avez parlé de récession, peut-être de révolte sociale. On aura peut-être l'occasion d'en reparler lors d'un autre débat. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de France 24. Et merci également à Stéphane Collignon qui était avec nous en direct de Pise, en Italie. Très belle soirée. À demain, 19h10, heure de Paris, pour un nouveau débat sur France 24. France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifiés par les journalistes de France 24 et publiés sur notre site. Les Observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les Observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les Observateurs, ce sont eux. C'est lui. C'est elle. Et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.